bienvenue à la deuxième journée du Sommet international de la finance, une initiative du groupe Croissance accompagnée de Profin et de la BRH. Nous nous excusons de ce retard et rapidement, aujourd'hui, c'est la journée de la BRH pour le sommet. Ce sommet que nous savons qui est organisé sous le thème de financer les moyennes, les micro, moyennes, petites entreprises en Haïti. Et pour cette journée de la BRH, la première présentation va être autour de la supervision, la régulation. Je suis James Delphin, un cadre de la direction de la supervision de la BRH. Et la première présentation va se dérouler autour du thème, et en fait, je le disais tantôt, on va parler de régulation et supervision, mais on va le faire en rapport avec le thème du sommet. Donc, c'est pour cette raison que je vais vous entretenir sur le sujet vers une régulation et une supervision plus efficiente en appui au secteur des micro, petites et moyennes entreprises. L'agenda de la présentation est le suivant. D'abord, nous allons avoir un panorama du système financier haïtien, mais avec un focus sur l'effort de financement des entreprises, ou du moins des institutions et financières aux micro, petites et moyennes entreprises. Et parlant de financement, nous verrons ensuite les différentes mesures prises par la BRH à travers les programmes incitatifs. Et en fait, nous présenterons aussi les chiffres liés au financement. Et qui dit financer les petites et moyennes entreprises, on sait que l'un des problèmes liés au financement de ce type d'entreprise, c'est en fait l'absence de fonds de garantie. Et c'est pour cela que immédiatement après, nous mettrons en valeur le projet de mise en place du fonds de garantie partielle de crédit à l'agriculture et à l'exportation. C'est le PCAE. Et bien sûr, immédiatement après, ce sera le moment de regarder du côté de la législation comment ça a évolué dans le temps, de 1980 à nos jours, et cette évolution au regard du support des PME en Haïti. Et après, ce sera un focus surtout sur la supervision et l'amélioration de la surveillance et des institutions financières par la BRH. Et nous allons voir quelques outils de surveillance que nous avons améliorés. D'abord, le bureau d'information sur le crédit. Ensuite, notre nouveau système d'information qui est le logiciel Bank Supervision Application, BSA. Et finalement, nous parlons du projet d'établissement du plan comptable des institutions financières. Et nous terminerons avec les perspectives, bien évidemment. Première partie de la présentation, une vue panoramique du système financier haïtien. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, la charte que nous avons, au niveau du système financier haïtien. D'abord, il y a la BRH, qui est l'instance régulatrice, qui, à travers, en fait, a
la mission de veiller à la stabilisation du système financier. Et cette mission est réalisée à travers deux directions, spécifiquement la direction de la supervision des banques et des institutions financières, qui est une direction phare qui d'ailleurs remonte à 1979, la date de la création de la BRH. Et cette direction, en fait, supervise les opérations de pas mal d'institutions. D'abord les banques commerciales, ensuite les sociétés financières de développement, aussi les maisons de transfert, les agents ou bureaux de change. Bon, je dis agents et bureaux de change, vous allez comprendre et après, je vais vous expliquer. La supervision a aussi un regard sur les opérations des sociétés de promotion des investissements, des sociétés de crédit bail, des sociétés de carte de crédit, les sociétés d'affacturage et plus récemment les institutions de microfinance. Ça, c'est après la publication du décret de juin 2020 sur la microfinance. Et beaucoup plus récemment, avec la sortie de la circulaire 121 par voie réglementaire, c'est les fournisseurs de services de paiement électronique qui ne sont pas en fait des institutions financières, mais ce sont des entreprises qui utilisent la technologie pour apporter leur soutien en termes de moyens de paiement. Donc, ce sont des fournisseurs de services de paiement électronique. Donc, récemment, avec la sortie de la circulaire 121, la BRH s'est donné a tenu à réguler ces institutions. J'ai parlé de deux départements, en fait, à part la direction de la supervision des banques et des institutions financières, il y a aussi la direction d'inspection générale des caisses populaires. C'est la DIGCP qui, comme son nom l'indique, s'occupe de la supervision des coopératives d'épargne et de crédit. Donc ça, c'est en fait, comme vous voyez, c'est la vue panoramique du système financier. Mais comme vous pouvez le voir aussi, il y a deux types d'institutions, les compagnies d'assurance et les fonds de pension qui ne sont pas supervisés par la BRH. Les compagnies d'assurance, la loi remonte à un peu loin, mais il y a une unité du ministère de l'économie et des finances qui s'occupe de regarder, de superviser les opérations des compagnies d'assurance, mais les fonds de pension, et on le sait, ce sont des investisseurs institutionnels, mais malheureusement, et pour l'instant, il n'y a aucune loi, aucun décret qui autorise la BRH à avoir un regard sur ce type d'institutions. Maintenant, en termes d'institutions agréées, nous avons 8 banques commerciales, donc ce sont les institutions les plus connues, donc pas besoin de les nommer. Donc on voit leur enseigne partout, à Port-au-Prince et dans les villes de province. La BRH a agréé aussi 3 SFD, ce sont les sociétés financières de développement. 3 SFD, c'est le FDI, la Sofides et la Sofidae. Une société de promotion des investissements, et c'est Profin, qui est apparu en 2013, je crois, qui sponsorise cet événement aussi. Une société de crédit bail, c'est Sofin, qui a son nom commercial Haïti Leasing. 6 agents de change. Je pense que c'est le moment de parler de la loi de novembre 2020, en fait, du décret de novembre 2020 sur les intermédiaires de change. Et dans le temps, la BRH avait donné l'agrément à 6 et personne, parce que c'était comme ça dans le temps. On savait donner l'habilitation, l'agrément à des personnes physiques pour exercer
les opérations d'agents de change. Mais avec la sortie du décret, la publication du décret de 2020, maintenant, ce sont des personnes morales et la loi, les normes des bureaux de change. Donc, immédiatement après la sortie de la loi, la BRH avait invité les agents de change à changer de statut. Et bien sûr, il y a une institution qui a déjà obtenu l'agrément comme bureau de change, mais le dossier des autres agents de change est à l'étude. En plus des agences bureaux de change, dans le paysage financier, nous avons aussi 5 maisons de transfert qui sont agréées et aussi 3 divisions de banques qui offrent des services de transfert d'argent. 76 coopératives d'épargne et de crédit, donc ce sont les institutions les plus nombreuses, vous l'aurez compris, et ces institutions sont un petit peu éparpillées sur toute l'étendue du territoire, dans les coins les plus reculés. 2 institutions de microfinance, récemment agréées, et aussi c'est récent avec la publication du décret sur la microfinance, le décret de juin 2020, que ces institutions ont obtenu leur agrément. Et aussi, il y a 3 banques qui ont des divisions qui offrent des services de microfinance. Et à l'arrivée, j'en ai parlé tout à l'heure, avec la sortie de la circulaire 121 sur les fournisseurs de services de paiement électronique. Jusque-là, c'est un seul FSP que nous avons agréé. Je crois que c'est Natcom qui a obtenu l'agrément pour son service, et Natcash. Nous n'allons pas perdre de vue notre thème. Donc, on a toute cette panoplie d'institutions, mais la question qu'on se pose, quelles sont les institutions d'importance pour les micro, petites et moyennes entreprises? Donc, la réponse est simple. En fait, ce sont les institutions de crédit. Et en tant qu'institution de crédit, nous pouvons nommer les banques d'abord, les sociétés financières de développement, les sociétés de crédit-bail, les institutions plus petites comme les IMF et les coopératives d'épargne et de crédit. Et en dernier lieu, il y a la BRH, mais je dois dire que la BRH ne fait pas de financement direct. C'est à travers l'agenda monétaire pour croissance que la BRH a un ensemble de programmes que, à travers ces programmes, elle refinance l'effort de financement, en fait, l'effort des institutions financières, et nous allons mettre le plein cap sur, en fait, expliquer en général, en profondeur, ces programmes au cours de la présentation également. Ce slide nous présente une idée du financement des MPME par les entreprises de crédit que je viens de nommer. Bien, tout de go, je dois dire que les chiffres que vous voyez à l'écran ne sont pas, en fait, sont un petit peu approximatifs. Pourquoi? Parce que je crois que le gouverneur en a parlé hier dans son discours d'introduction. Jusque-là, il n'y a pas vraiment une catégorisation exacte, des critères bien définis pour catégoriser les PME. Et en quelque sorte, si nous allons nous référer aux critères des pays anglo-saxons ou de l'Union européenne, on aurait pu dire que pratiquement toutes les entreprises, ou la majorité des entreprises, entreraient dans la catégorie des MPME. Et pour les banques, nous avons regardé les financements jusqu'au 31 mars 2022. Les banques ont financé les MPME à hauteur de 6 milliards, environ 6 milliards de gourdes.
Et ce financement représente 4,27% du portefeuille global des banques commerciales à la même date. Donc, vous l'aurez compris, donc c'est une infime partie du portefeuille de crédit des banques qui est alloué au MPME. Les sociétés financières de développement ont financé à hauteur de 5,49 milliards de gourdes. Et en fait, pour ces catégories d'entreprises, c'est plus ou moins tout le portefeuille d'une entreprise comme le FDI ou Sofidaï qui s'apparente en quelque sorte au financement des MPME. C'est la même chose pour la seule société de crédit bail dans le système. Je l'ai mentionné, c'est Haïti Leasing, qui a financé les MPME à hauteur de 2,44 milliards de gourdes au 31 mars 2022. Et finalement, au cours de cette présentation, nous n'avons pas encore des données pour les institutions de microfinance et nous ne présentons pas aussi des données pour les coopératives d'épargne et de crédit. Donc, nous aurons une présentation après avec la DGCP. Bon, je ne sais pas, peut-être qu'ils auront à présenter des données sur les coopératives d'épargne et de crédit. J'ai parlé tantôt de l'agenda monétaire pour croissance de la BRH. En fait, depuis 2010, après le tremblement de terre, la BRH a vu la nécessité de mettre en place des programmes incitatifs pour relancer l'économie. Et ces programmes se sont inspirés des politiques non conventionnelles et avait pour principal objectif de soutenir les secteurs productifs de l'économie. Et au niveau de ces programmes, on avait bien évidemment des facilités de crédit pour un ensemble de secteurs qui visaient à réduire le coût des ressources destinées à accorder du crédit à des entreprises évoluant dans ces secteurs. Et parmi les programmes, nous avions eu et nous avons encore des programmes liés aux entreprises exportatrices, des programmes liés au tourisme, des programmes liés au développement de l'immobilier, des programmes liés à l'agriculture, bien évidemment, et des programmes liés au développement des zones franches industrielles. Mais parmi ces programmes, quels sont ceux, en fait, qui sont d'importance pour les PME? Donc, quel programme de la BRH qu'on peut dire qui pourrait intéresser un entrepreneur qui évolue dans le secteur des MPME? Donc, c'est avant tout le programme des entreprises exportatrices. Ce programme a deux volets. Nous allons l'expliquer prochainement. Le PPDI, le programme de promotion de développement d'immobilier, est un programme d'importance également. Et en dernier lieu, le programme qui est le plus important, je dirais, que la BRH accorde une importance particulière, c'est le programme incitatif au secteur agricole. D'ailleurs, il y a une circulaire qui est dédiée à ce programme, c'est la circulaire 113 qui est apparue depuis septembre 2018. Nous allons expliquer en long et en large comment fonctionnent ces programmes. D'abord, le PPDE, en fait, le programme des entreprises d'exploitation. Ce programme a été, en fait, à l'intérieur de ce programme, c'est surtout les sociétés financières de développement qui ont signé des accords, des protocoles d'accord avec la BRH pour accorder du crédit ou soutenir des entreprises qui évoluent
dans le secteur de l'exportation, des entreprises qui produisent des biens destinés à l'exportation. Et c'est les SFD et quelques banques commerciales qui participent à ce programme. Donc, ce programme a deux volets. D'abord, le FRCRE, qui est une fenêtre de refinancement des comptes à recevoir des exportateurs. Comment ça fonctionne? Donc, une entreprise qui est dans le secteur de l'exportation peut avoir une facture à exécuter. Maintenant, fait appel à ce programme qui est à hauteur de 75%, peut permettre à cette entreprise de recevoir une avance de ses fonds pour exécuter cette facture en attendant de garder son argent à des fins de roulement. Donc, c'est une facilitation, en fait, une fenêtre de refinancement. Le deuxième volet de ce programme, c'est le FCEE. C'est plus ou moins un financement, une facilité de crédit destinée aussi aux entreprises exportatrices. Mais ce deuxième volet, c'est plus pour renforcer la capacité de production des entreprises. Et à travers ce deuxième volet, on finance la machinerie, on finance pas mal de biens qui sont d'importance pour ces entreprises dans le cadre de leur production. Et il faut préciser que le taux d'intérêt, le taux de refinancement dans le cadre de ces deux programmes, c'est 6%. Maintenant, parlons un petit peu du programme PPDI. C'est le programme de promotion de développement d'immobilier. C'est un programme qui concerne le secteur de logement. L'objectif, c'est surtout de financer des promoteurs d'immobilier dans le but de réduire le coût du logement au final et d'abord d'avoir financer ces promoteurs pour avoir beaucoup plus de logements de qualité disponibles pour la population. Il y a aussi un programme similaire à venir, le programme 10-10-20. Donc, le gouvernement parle tout le temps, donc, vous saurez au moment opportun. Mais pour le PPDI, c'est plus à grande échelle. Donc, on vise les promoteurs d'immobilier. Donc, ce sont des gens qui ont de gros projets d'immobilier à exécuter. Comment ça se passe? Le promoteur s'adresse à la banque pour demander un financement à 6% sur une période de 5 ans et la banque maintenant refinance ce prêt auprès de la BRH à un taux de 1% et ces refinancements en principe ne devraient pas excéder 2 milliards de gourdes. En dernier lieu, nous allons parler du programme incitatif au secteur agricole. C'est la circulaire 113 de la BRH. Donc, c'est un programme qui permet à la BRH de financer des opérations qui sont liées à toute la chaîne de valeur de l'industrie agricole. Donc, ça peut être l'agrobusiness, ça peut être des campagnes agricoles, ça peut être des coopératives de crédit ou même des zones franches agricoles. Donc, ça part peut-être de toutes petites initiatives à de plus grandes initiatives, mais c'est vraiment toute la chaîne de valeur du secteur agricole qui peut être financée. Et ce sont trois types d'institutions qui sont visées par ce programme. C'est d'abord les sociétés financières de développement, ensuite les banques commerciales et les coopératives d'épargne et de crédit
et les sociétés de crédit bail. Les banques commerciales ne sont pas là-dedans. Donc, à travers ce programme, la BRH finance des projets de court, moyen et long terme. En fait, les financements peuvent aller jusqu'à 1 million de gourdes. Donc, comme je l'ai dit tantôt, c'est un programme vraiment d'importance pour la BRH et le conseil d'administration met beaucoup l'accent sur le secteur agricole comme un secteur qui est très, très, très important. Et nous le savons tous, les petites entreprises, les entrepreneurs, et beaucoup d'entre eux sont intéressés à ce secteur. C'est pourquoi la BRH produit des financements et qui sont liés à ce secteur. Maintenant, les programmes incitatifs, à quelle hauteur s'élève le financement jusque-là? Au 30 septembre 2021, on peut voir que le financement de tous les programmes incitatifs est arrivé à hauteur de 16,16 milliards de gourdes. Donc, c'est un financement qui a à peu près doublé de 2017 à 2021 parce que c'était au départ à 8,44 milliards. Maintenant, en fait, à la fin de l'exercice antérieur, c'est arrivé à 16,16 milliards. Mais comment c'est réparti entre les programmes? On peut voir ici d'abord, ce sont les zones franches qui occupent la plus grande part, 36%, mais malheureusement les zones franches ne sont pas vraiment... en fait, ce n'est pas un programme qui pourrait intéresser une petite entreprise parce que ce sont de grands financements. Donc, c'est peut-être cette raison la raison pour laquelle on voit que la part du lion du financement va aux zones franches, 36%. Ensuite, ce sont les programmes au logement qui arrivent en seconde position en termes de financement des programmes incitatifs. Les programmes à l'exportation FCRE arrivent en troisième position. L'agriculture n'est pas en reste non plus, 10%. Et le PPDI arrive en dernière position avec 5% du financement. Les programmes incitatifs ont aussi un deuxième volet. Un premier volet concerne le refinancement, mais aussi la BRH a laissé aux institutions le soin de financer les différents projets à travers leurs fonds propres et puis, en quelque sorte, exonérer ces institutions de réserves obligatoires sur les ressources qui ont été utilisées pour allouer des crédits au secteur concerné par les programmes incitatifs. Donc, en termes de programmes faisant partie d'exonération de réserves obligatoires, nous voyons au 30 septembre 2021, la totalité arrive à 13,48 milliards de gourdes. Donc, c'est 13,48 milliards de gourdes qui, si l'on se réfère au coefficient de réserves obligatoires, et maintenant qui est 51%, donc c'est environ 6 milliards, 6,5 milliards de gourdes qui, en quelque sorte, devraient en fait, faire partie, devraient se constituer en réserves obligatoires, c'est-à-dire ce montant devrait se retrouver à la Banque centrale en termes de réserves obligatoires, mais les institutions ont eu la latitude de garder ce montant juste pour avoir la possibilité de faire une réallocation du crédit. Les programmes d'importance fait d'importance pour les PME à travers les programmes d'incitatifs. Et
la BRH a travaillé à une certaine harmonisation des conditions d'octroi des programmes incitatifs, parce que dans le temps, et ce n'était pas comme ça, ça pourrait être arrivé que certaines institutions avaient des conditions particulières au niveau des protocoles d'accord, mais nous avions tenu à harmoniser toutes les conditions de façon à permettre à tout le monde d'avoir les mêmes chances, quelle que soit l'institution qui est sollicitée. Ensuite, le financement pour l'exercice a atteint 182 millions de gourdes. Donc, c'est 73% des moyennes entreprises, des PME, 73% de ce montant est alloué à des PME. Et nous l'avions dit tantôt, le financement au 30 septembre 2021 était à 16,16 milliards de gourdes, en ajoutant le financement de l'exercice. Donc, à date, c'est à peu près 16,4 milliards de gourdes de financement à travers les programmes incitatifs. Et aussi, il y a une prépondérance des SFD, des sociétés financières de développement, au niveau des programmes qui sont financés, qui financent essentiellement les PME. Et ça, c'est essentiel. Les sociétés financières de développement, de par leur nature et surtout avec l'absence de classification, les entreprises que ces sociétés financent, ce sont essentiellement des moyennes entreprises. Donc, et on constate en quelque sorte une prépondérance, et quand on regarde tout le financement, les sociétés financières de développement vraiment arrivent en tête en termes d'institutions qui ont financé les moyennes entreprises à travers les programmes pour croissance. Maintenant, on va parler un petit peu de fonds de garantie, parce que on le sait, l'un des problématiques qui évolue autour du secteur des PME, c'est l'incapacité, ou du moins c'est le problème de financement en soi est lié à la structure même des petites entreprises. Ces entreprises n'ont pas la même capacité que les grandes entreprises établies pour arriver à convaincre une institution financière à monter un dossier de crédit qui est assez convaincant et pour solliciter un financement conséquent. Donc là, c'est pour ça que des fonds de garantie sont essentiels pour accompagner ces entreprises dans leur recherche de financement. Et ce projet de fonds de garantie que nous allons parler, c'est le fonds de garantie partiel de crédit, du risque de crédit à l'agriculture et à l'exportation. C'est un projet qui est porté par le Trésor public, en l'occurrence le MEF, mais qui est supporté par la BRH. L'un des principaux objectifs, c'est, et comme je l'ai expliqué, c'est de réduire le risque de contrepartie pour les entreprises qui évoluent dans ces deux secteurs. Et aussi, la mise en place de ce fonds devrait aboutir à stimuler le crédit pour les petites et moyennes entreprises, et notamment dans le secteur de l'agriculture, comme je l'ai dit tantôt, qui est un secteur d'importance et qui intéresse vraiment la Banque centrale. Et pour la mise en place de ce fonds, c'est trois acteurs qui interviennent, je l'ai mentionné. D'abord, c'est le maître du projet, le Trésor public avec le ministère de l'Économie et des Finances, qui devrait apporter les fonds, les ressources nécessaires pour l'établissement du fonds. On avait prévu 1 milliard de gourdes comme ressources pour le fonds.
Ensuite, le FDI a été choisi comme administrateur de par sa capacité et aussi son expérience à gérer des fonds similaires. Et bien sûr la BRH qui est là en background pour garantir les engagements du ministère de l'économie et des finances par rapport à la gestion de ce fonds. Comment ça fonctionne? En principe, le fonds ne va pas... C'est les nouveaux crédits qui sont concernés, uniquement les nouveaux crédits. Donc, les crédits qui étaient déjà en place ne peuvent pas faire l'objet de sollicitation en fait, de garantie à travers le fonds. Et en principe, le plafond qu'on a prévu, c'est 550 milliards. 550 000 dollars américains par emprunteur. Donc, c'est ce plafond que une entreprise, une institution financière peut solliciter auprès du FDI une couverture allant à 550 000 dollars américains pour des entreprises des institutions, des entreprises, des PME qui ont des projets de crédit qui veulent obtenir une garantie au niveau du fonds. Et la couverture de base, c'est 50%, mais la couverture peut aller jusqu'à 65% pour des secteurs clés. Les deux secteurs visés, on l'a dit, c'est l'agriculture et l'exportation. Mais aussi, il y a d'autres secteurs comme les nouvelles technologies, qui est un secteur clé également en termes d'importance pour le pays. Et en sollicitant la garantie, ça peut se faire sur deux bases, une base individuelle et une base de portefeuille. Qu'est-ce que ça veut dire? Une base individuelle, c'est un seul prêt. Donc, tous les prêts qui sont supérieurs à 100 000 dollars, c'est une sollicitation sur base individuelle, mais l'institution financière peut choisir de demander, de solliciter le fonds pour une garantie de portefeuille, mais c'est pour un ensemble de prêts dont chaque prêt doit avoir un montant de moins de 100 000 dollars américains. À quel point est le projet présentement? D'abord, il y a eu la signature de 2 protocoles d'accord. L'un, c'est entre le FDI et la BRH, en fait, et le MEF. C'est pour définir les conditions d'administration du fonds. Donc, un autre protocole a été signé aussi en novembre 2020 entre le MEF et la BRH. Ça, c'est surtout autour des conditions pour la garantie, comment la BRH va intervenir en tant que garant pour supporter la continuité des opérations du fonds par rapport aux engagements du MEF. Et après la signature de ces protocoles d'accord, il reste maintenant à opérationnaliser le fonctionnement du fonds. Et en termes d'opérationnalisation, ça devrait commencer par la mise en place des 10% qui étaient prévus comme encaisse opérationnelle du fonds. C'est une encaisse minimum de départ que le MEF doit en fait, mettre disponible au FDI pour lancer le fonds en quelque sorte. Là maintenant, nous allons regarder au niveau de la réglementation pour voir
l'évolution de la législation, surtout de 1980 à nos jours, et comment cette législation a été favorable au développement, du moins au financement des petites et moyennes entreprises. Donc, tout part du décret du 14 novembre 1980. C'est le premier décret qui a réglementé les institutions et financières. Bon, c'est même pas les institutions financières, je dois dire les banques, l'activité des banques surtout, parce qu'à l'époque, c'est au niveau de ce décret, on reconnaît la banque commerciale, c'est une institution qui s'occupe de l'intermédiation financière, uniquement ça. Donc, prendre les dépôts, accorder du crédit. Après 1980, ça a évolué. On a dû attendre en quelque sorte plus de 20 ans pour, après le scandale des coopératives, pour que une autre type d'institution de crédit soit réglementée. C'est les coopératives d'épargne de crédit avec la loi du 26 juin 2002. Cette loi a placé les coopératives sous la surveillance de la Banque centrale et bien sûr, après la promulgation de cette loi, au niveau de la BRH, il y a eu la création de la direction d'inspection générale des caisses populaires, on l'a mentionné, qui avait le droit de regard sur ces institutions. Et la prochaine évolution, c'est, je dirais, c'est l'évolution majeure et au niveau du secteur financier, c'est vraiment une modernisation de la loi bancaire. C'est la promulgation en 2012 de la loi du 14 mai 2012 sur les banques et les autres institutions financières. Donc, cette loi a placé les banques dans une toute autre registre. Ce n'est plus l'institution qui fait uniquement l'intermédiation, c'est une banque universelle maintenant qui peut faire des opérations, réaliser des opérations dans beaucoup, dans beaucoup de champs de la finance. C'est la banque qui peut faire des opérations de transfert, c'est la banque qui peut faire des opérations d'affacturage, c'est la banque qui peut réaliser des opérations de crédit-bail. Et en fait, c'est la banque universelle, comme je l'ai dit. Mais aussi, avec cette loi, il y a eu l'ABRH qui était placé comme régulateur de toutes les autres institutions financières qui évoluaient sur le territoire national, bien évidemment, à l'exception des compagnies d'assurance et des fonds de pension. Et la prochaine évolution, c'est la publication du décret de 2020 sur la microfinance. C'est ce décret qui a été, en fait, pris par feu le président Jovenel Moïse pour réguler le secteur de la microfinance et placer ces institutions sous la réglementation de la Banque centrale. Et ce décret dont je viens de mentionner reconnaît deux types d'institutions de microfinance. D'abord, les entreprises de microcrédit qui peuvent se constituer en association ou en société anonyme, mais ce qu'il y a à retenir pour ce type d'entreprise, c'est que ces institutions ne prennent pas les dépôts du public. Elles octroient du crédit, mais ne prennent pas de dépôt. Contrairement aux sociétés de microfinance, le deuxième type d'institution que ce décret reconnaît, qui en fait peuvent collecter l'épargne du public pour octroyer des crédits. Et la seule forme pour ces sociétés, elles doivent se constituer sous forme de société anonyme.
Et maintenant, on vient de le voir, les institutions de microfinance, c'est l'ouverture de la réglementation, c'est le dernier, en fait, le décret de juin, c'est le dernier né de la législation qui a une ouverture sur la microfinance. Mais maintenant, l'importance de ces institutions est primordiale pour le secteur des micro, petites et moyennes entreprises. Pourquoi? Parce que les entreprises, les institutions de microfinance, en quelque sorte, permettent d'accorder, non seulement d'accorder, mais aussi de se spécialiser dans le financement des micro et petites entreprises. Donc, ces micro et petites entreprises, on le sait, n'ont pas la capacité de s'adresser à une institution traditionnelle comme une banque par exemple pour obtenir du financement. Donc ça va être maintenant les institutions de microfinance qui, en plus des coopératives, et je ne dois pas oublier de le mentionner aussi, vont plus ou moins faciliter le financement de ces entreprises de petite taille. Les MPE aussi, via les institutions de microfinance, auront la possibilité de faire partie, de profiter du financement de la BRH à travers les programmes incitatifs. Mais jusque-là, les programmes incitatifs étaient destinés aux moyennes entreprises. OK? Donc, mais maintenant, avec les institutions de microfinance, vu leur spécificité, et la BRH a la possibilité maintenant d'agir sur les programmes pour croissance, peut-être revoir le seuil de financement, baisser le seuil de refinancement, revoir les taux, etc., faire un mécanisme assez intéressant pour s'intéresser à ce type d'entreprises beaucoup plus petites qui ont des capacités, des besoins de financement particuliers. Et la BRH aussi continue d'assurer le suivi du processus d'intégration des institutions de microfinance. Et il faut mentionner que récemment, après la publication de la loi, le conseil d'administration a décidé de créer au niveau de la direction de la supervision un service spécialisé qui va s'occuper de surveiller les opérations des institutions de microfinance. Maintenant, parlons un petit peu de régulation au niveau de la direction de la supervision. Depuis quelque temps, depuis 2016, je crois, la BRH a tenu à moderniser la surveillance des institutions financières. Donc, et tout ceci dans le souci d'améliorer la stabilité, en fait, de remplir efficacement son rôle d'assurer la stabilité du système financier. On a tenu à adopter une approche de supervision basée sur les risques. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, on se focalise sur le risque, le profil de risque de chaque institution et après la détermination de ce profil de risque, on va plus ou moins se focaliser sur les besoins de l'institution en termes de surveillance. Et à travers ce processus aussi, il y a eu le développement de plusieurs outils de surveillance plus modernes, comme le nouveau système d'information financière et aussi ce projet de mise en place de nouveaux plans comptables pour les institutions financières. On va rapidement parler un petit peu de ça. Mais avant, parlons de cet outil aussi, et le Bureau d'information pour le crédit, qui est un outil d'importance pour l'octroi de crédit pour n'importe quelle entreprise, ou plus particulièrement les petites et moyennes entreprises. C'est un outil qui a été lancé en 2015
et qui permet en soi de lutter contre le surendettement des débiteurs et en promulguant, en mettant à la disposition des institutions financières pas mal d'informations sur les débiteurs au niveau du système financier. Okay? Pour le secteur de la microfinance, en fait, pour le secteur des petites et moyennes entreprises, c'est un outil d'importance à mesure où, et maintenant que les IMF vont obtenir l'agrément, elles aussi auront à soumettre au niveau du BIC les informations concernant tous les débiteurs et à chaque sollicitation de crédit, ces institutions vont avoir la possibilité de recourir au service du BIC pour avoir des informations fiables sur chaque débiteur et pour savoir est-ce que c'est un débiteur qui n'est pas surendetté, est-ce que c'est un débiteur qui a une capacité un historique de remboursement qui ne porte pas à désirer, et comme ça pour asseoir la décision d'accorder du crédit. Donc c'est en soi l'importance du BIC en tant qu'outil pour faciliter l'octroi du crédit aux entreprises en général, aux institutions financières en général et le crédit des institutions financières aux entreprises et aux PME en particulier. Revenons maintenant à la supervision. Nous en avons parlé. La supervision a développé un nouveau système d'information intégré. C'est en fait, un logiciel Bank Supervision Application. C'est un système qui va permettre en quelque sorte de recevoir toutes les informations financières maintenant et de manière numérique dans un premier temps, mais avoir sur place, à l'intérieur du système, ces informations pour pouvoir les traiter automatiquement. Donc, c'est en fait un outil qui va permettre d'améliorer la surveillance des institutions. Les informations seront là et traitées rapidement et les informations aussi peuvent être mises à disposition des autres organes de la Banque centrale. Et en fait, c'est en quelque sorte une amélioration énorme de la surveillance. Et nous savons qui dit amélioration de la surveillance, dit avoir des institutions beaucoup plus solides financièrement, en santé financièrement et avec la capacité d'accorder du crédit. Le dernier outil dont nous allons parler, c'est le nouveau plan comptable des institutions financières qui c'est un plan comptable qui est plus ou moins adapté maintenant à ce qu'on veut faire, à la supervision axée sur les risques, mais ce qu'il y a comme modernité au niveau de ce plan comptable, c'est que ça s'appuie sur des normes internationales, en particulier la norme IFRS 9, mais aussi, de par sa nature, ça va permettre d'améliorer l'alimentation des états périodiques destinés à la BRH. Donc, ça va être en quelque sorte une amélioration de la granularité des informations financières qui seront soumises et avec la disponibilité de beaucoup plus d'informations financières, c'est beaucoup plus d'informations en fait, disponibles en support de la prise de décision. Et pour terminer, en termes de perspective, j'ai mentionné plusieurs fois la circulaire 121 que la BRH a sorti pour réguler les fintechs de paiement. Donc, on ne va pas s'arrêter là. Les fintechs, c'est un secteur d'importance. Donc, on a pas mal d'entreprises qui utilisent la technologie en support
ces fintechs de paiement dont on a parlé utilisent la technologie en support pour les moyens de paiement, mais aussi on a des fintechs de financement qui utilisent des plateformes technologiques aussi pour accorder du crédit. Maintenant, la réglementation doit s'adapter à ces institutions également, et la BRH entend dans un avenir proche réguler ces informations de façon, en fait, ces institutions de façon à ce que le crédit doit être accordé dans des conditions qui sont surveillées et acceptées par la BRH. Le dernier point, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la nécessité de renforcer les programmes incitatifs et dédiés au financement des MPME avec l'avènement des institutions de microfinance. Maintenant, ces institutions vont avoir la possibilité de participer aux programmes incitatifs et la BRH a le devoir de revoir certaines conditions, notamment peut-être les conditions de refinancement, les seuils de refinancement et pour permettre aux institutions financières plus petites comme les institutions de microfinance de bénéficier de ces avantages de financement à l'intérieur des micro-entreprises et comme l'a dit le gouverneur hier dans ses propos d'introduction, les PME, ça va être la base du développement du pays. Ça devrait être la base du développement du pays. Donc, le conseil d'administration est conscient de ça. Donc, c'est pour ça que à la BRH, nous allons continuer à faire des efforts en termes de continuer à mettre toutes les conditions nécessaires à adapter les programmes incitatifs de façon à ce que le secteur des petites et moyennes entreprises va continuer et mieux bénéficier de ces avantages de financement disponibles. Donc, merci. Donc, c'était ça le contenu de la présentation. Je sais que j'ai été un peu abondant. Et je ne sais pas combien de temps qu'il me reste pour les questions. 2 ou 3 questions, on m'a dit. Comment on va procéder? Bonjour, je m'appelle Jadri Ziger, je suis étudiant finissant en gestion des affaires à l'École nationale supérieure de technologie. Ma question va dans le sens de, c'est à partir de quelle politique de développement social que l'apport de financement des logements de la BRH est supérieur d'environ de 20 points par rapport à celle allouée à l'agriculture, au secteur agricole, environ de 20 points. C'est-à-dire, vous avez dit que l'apport de financement réservé au secteur du logement, c'est de 36% jusqu'à mars 2021. Par contre, celle allouée au secteur agricole, c'est de 10%. Donc, c'est à partir de quelle politique de développement social qu'il y a un tel écart entre celle du logement et celle de l'agriculture. Et deuxième question, c'est, en parlant de financement des moyennes entreprises, c'est quel intérêt aura un entrepreneur de disposer de 550 000 $ américains, ce qui équivaut à environ 57 750 000 gouttes à partir d'un taux de référence de 105 gouttes, afin d'obtenir un prêt de 100 000 $ américains qui équivaut à 10 500 000 gouttes avec un taux de référence de 105 gouttes. Donc, quel intérêt aura un entrepreneur de disposer d'environ 550 000 $ américains pour un prêt de 100 000 $ américains, ce qui équivaut à environ 18% de la garantie? Merci. Oui, merci pour les questions. Je vais commencer par la seconde en fait. Et j'ai mentionné que le seuil de 550 000 $, en fait, c'est le seuil pour la garantie partielle, en fait.
Vous comprenez? Donc, l'entrepreneur aura un financement, un prêt dans une institution financière. Ça peut être, disons que vous avez pris l'exemple d'un entrepreneur qui a un prêt de 1 milliard. C'est ce que vous avez dit, 1 million de dollars? Non, vous avez dit que pour disposer d'un prêt de 100 000 dollars américains, il faut une garantie de 550 000 dollars. Non. 550 000 dollars, ce serait le montant maximum de garantie. Parce que c'est en fait, le fonds, en fait, c'est un fonds de garantie partiel du risque de crédit. Donc, ça ne couvre pas tout. En fait, ça ne couvre pas tout le prêt. Et c'est, pour certains secteurs, je l'ai dit, ça peut arriver jusqu'à 65%, mais le montant de couverture de base, c'est 50%. OK? Donc, l'intérêt, c'est que l'institution financière, sachant que elle peut se refinancer, c'est pas refinancer, elle peut avoir cette garantie qui a été mise en place. Donc, son intérêt maintenant c'est que elle peut plus ou moins baisser ses exigences en termes d'analyse de crédit, et le fait que la garantie va intervenir à hauteur de 65%, maintenant, les exigences peuvent être revenues à la baisse pour, disons que si l'entrepreneur a un dossier un dossier solide, mais qui a certaines failles, je dirais. OK? C'est tout à fait normal que l'institution au départ soit réticente d'accorder du crédit. Maintenant que, sachant que le fonds de garantie partielle est disponible, l'institution maintenant va accorder le crédit et puis solliciter cette couverture à hauteur de 50 ou 60 ou 65%, mais maintenant, pour garantir le prêt, et à noter que les 550 000 dont j'ai parlé, ce n'est pas un montant qui va être alloué à l'entrepreneur. Ça va être là en place, et en fait, ça va être là comme garantie si maintenant l'entrepreneur a des difficultés pour rembourser son crédit. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est la nuance qu'il faut comprendre. Donc, c'est une garantie partielle, mais qui va intervenir en cas de matérialisation de risque de crédit. Donc, c'est la nuance, j'ai l'impression que vous n'aviez pas saisi au départ. Bon, pour le premier volet, en termes de financement, effectivement, le secteur c'est le secteur de logement a bénéficié de beaucoup plus de financement. Mais il faut dire que pour ce secteur, le cap a été mis vraiment pour le financement de ce secteur, et parce que, comme je l'ai dit tantôt, en termes de justificatif des programmes pour croissance, ces programmes ont été au prime abord mis et conçus au lendemain du tremblement de terre. L'objectif en soi, c'était de reconstruire, de permettre aux gens de reconstruire, l'objectif premier. OK? Donc, c'est au fur et à mesure d'autres programmes ont vu le jour, mais le premier programme, je me le souviens, ça a été le programme de support au logement. Donc, c'est sûrement pour ça, au fil du temps, et que le financement de la BRH, au départ et après,
a été beaucoup plus important que le programme d'incitation au secteur agricole qui a bénéficié d'un financement de 10%. Mais jusqu'à maintenant, comme je le disais tantôt, pour le programme de financement au secteur agricole, c'est un programme qui est d'importance pour la Banque centrale et jusqu'à maintenant, des nouveaux crédits sont accordés dans le cadre de ce programme et on espère que ça va continuer à booster la production ou du moins le dynamisme qui devrait accompagner le secteur pour contribuer au développement du pays. Une autre question rapidement. Bonjour. Bonjour. Moi-même, c'est Lovensky Salomon. En fait, je ne sais pas si je marqué ça dans la présentation. Généralement, ce qui est plus difficile pour les jeunes entrepreneurs, c'est la question de démarrage d'entreprise. C'est le financement pour démarrer l'entreprise. Mais je remarque que dans tout programme que vous cité, il n'y a pas vraiment qui a la question et aider les entrepreneurs à démarrer l'entreprise. Est-ce que c'est moi-même qui trompe ou bien c'est un volet que nous avons vraiment dans le programme? Oui, merci. C'est une très bonne question. Exactement, merci. Quand vous posez des questions en créole, je vais répondre en créole. Programme Banque Centrale, là, je fais focus sur le programme incitatif. Pas oublier que je t'ai parlé de financement au secteur des PME. La particularité qui gagne dans le programme incitatif, c'est que Banque Centrale n'a pas intervenu directement et pour accorder crédit. C'est un refinancement que le fait. Donc, utiliser services intermédiaires financiers qui là, malgré le programme disponible, mais c'est intermédiaires financiers qui recevoir tout risque de crédit. C'est recevoir dossier de crédit, analyser et puis qui a décidé est-ce que c'est un entrepreneur ou son projet qui méritait la peine ou du moins qui est assez solide que vous pouvez supporter le risque de crédit. La Banque centrale est intervenue en deuxième position en termes de refinancement. Maintenant, effectivement, dans le programme, ensemble de programmes que je mentionnais là, pas de volet de financement direct ça, ou peut-être un fonds qui t'a permettre aux entreprises de démarrer. Mais à côté du programme pour croissance ça, Banque centrale est effectivement intervenue pour mettre à disposition marché des fonds dans plusieurs secteurs. Ça dans tête point, c'est par exemple un fonds qui est disponible pour les femmes entrepreneurs, par exemple. Donc, c'est un fonds qui permet aux femmes qui ont un projet viable, les cap solliciter, font ça directement. Ouais, les solliciter ça directement et contrairement à programme pour croissance qui parlait de refinancement. Mais également, en plus de fonds disponibles, ça, BRH on volet que les très sensible à elle et ces derniers temps qui parlait de que c'est volet inclusion financière là, ok.
Et il y a un ensemble de programmes en termes d'inclusion financière qui est disponible et qui permettent aux entrepreneurs qui besoin de démarrer un business, qui a bénéficié de programmes ça et qui prend ça en compte et qui a boosté en quelque sorte entrepreneurs qui en difficulté parce que nous connaissons réalité marché, donc pour démarrer c'est assez difficile. Donc c'est BRH pas prend ça en compte directement dans le programme pour croissance, mais il y a un ensemble de programmes parallèles, j'aime dire, qui non seulement des programmes à financement direct, mais aussi des programmes à l'intérieur de cycles de programmes d'inclusion financière que la Banque centrale met en place qui prend ça en compte. Ben, on me fait signe que j'ai plus le droit de recevoir de questions malheureusement. Et j'ai pris note. La prochaine fois, je vais essayer d'être moins prolifique, d'être moins abondant. Bon, comme ça, la discussion pourrait être beaucoup plus intéressante. Ben, je pense qu'il ne me reste qu'à vous remercier. Donc, merci de m'avoir prêté votre attention jusque-là. Donc, à la prochaine, donc je vais passer la parole au responsable du sommet pour la continuité. Encore une fois, merci.